Alors, bonjour tout le monde, bienvenue sur le Sideline. Aujourd'hui, on vient d'avoir une super belle discussion avec Ève Crépeau, qui est nutritionniste sportive. Et on a parlé vraiment longtemps. Je vous recommande grandement cet épisode. Mais si vous n'avez pas le temps de tout écouter, on va vous dire les 3 messages clés de cet épisode. Premièrement, c'est de manger des glucides. Deuxièmement, manger équilibré. Et si on veut un supplément, c'est la vitamine D. Et l'hydratation, c'est super, super important. Il ne faut pas la négliger. Alors, bonne écoute! Allô, ici Lily Wynne, physiothérapeute. Et Dr Marie Lénaud, orthopédiste. Nous sommes toutes les deux spécialisées en médecine du sport. Bienvenue pour un nouvel épisode sur le Sideline, votre podcast de choix pour en savoir plus sur les différents aspects de la santé entourant les jeunes sportifs. Alors que tu sois au repos ou en entraînement, bonne écoute! Alors, salut Ève! Salut! On est super contente de t'avoir aujourd'hui parce qu'on va parler de nutrition. Mm-hmm. Est-ce que tu peux tu peux commencer par parler de toi, de ton background pour... de mon background, oui. Bien, écoute, moi, je suis nutritionniste du sport, donc spécialisée chez les sportifs depuis que je pratique. Donc, ça fait maintenant 10 ans que j'ai fini mon bac. J'ai fait ma maîtrise en nutrition sportive. Okay. Et dans quelques années plus tard, j'ai fait un diplôme de nutrition sportive du Comité international olympique qui m'a vraiment spécialisée dans ce domaine-là, un peu plus poussé, je te dirais. Puis depuis, je travaille avec des athlètes un peu de tout acabit, là. Autant des athlètes universitaires, des plus jeunes, des plus vieux, des athlètes olympiques, athlètes professionnels. Donc, c'est très, très vaste, autant le type de sport que les âges avec lesquels je travaille. Mais vraiment, je suis spécialisée en nutrition sportive en ce moment. Là. Donc, je travaille à l'Université de Montréal avec les Carabins, mais j'enseigne aussi aux étudiants en nutrition, notamment l'aspect de tout ce qui est nutrition sportive. OK. En ce moment, je travaille avec l'ECF Montréal aussi. OK. Et leur académie. Donc, j'ai vu quelques joueurs un peu plus jeunes, justement, qui visent à devenir des futurs professionnels de soccer. Et je travaille aussi avec Baseball Québec, qui sont justement des jeunes de, je dirais, 15-18 ans, qui sont spécialisés en baseball, à peu près la meilleure mouture de baseball du Québec. OK. Oui. Puis est-ce que tu suis l'équipe ou, tu sais, dans le fond, tu leur donnes des recommandations de collectif, dans le fond, ou tu suis chaque c'est plus individuel avec eux. Okay. Oui, avec Baseball Québec, c'est plus individuel, vraiment basé sur leurs objectifs à chacun. Donc, il y en a qui vont vouloir prendre la masse musculaire, il y en a d'autres qui vont vouloir stabiliser leur poids ou juste améliorer leurs habitudes de vie parce que, bon, c'est des jeunes adolescents, on a plein d'influences, TikTok et compagnie. Des fois, c'est des bonnes influences, des fois, c'est moins vrai. Qu'est-ce qu'on fait? Puis, tu sais, aussi, quand on est un jeune adolescent, des fois, la nutrition, c'est pas ce qui nous intéresse le plus, mais on veut performer dans notre sport. On fait plein d'entraînements en vue d'être le meilleur possible, mais on néglige la nutrition. Mais la nutrition peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup avancer, progresser au niveau de la performance. Donc, c'est mon but, mon travail à moi avec eux, c'est un peu de les éduquer par rapport à ça, puis mettre des bonnes bases pour que dans leur future carrière de joueur de baseball, s'ils se rendent là, bien, qu'ils puissent avoir ces atouts-là. Bien, c'est exactement pourquoi on t'a invité aujourd'hui sur le Sideline. Parce que nous, on est toutes les deux spécialisées vraiment plus en musculo-squelettique. Puis, de plus en plus, tu sais, on commence à comprendre qu'il faut voir nos athlètes dans leur ensemble. Puis, justement, la nutrition, ça joue une grosse partie là, dans l'équilibre des jeunes. Fait que je pense qu'on va aborder plein de sujets super intéressants, mais avant de commencer, est-ce que tu peux nous faire un genre de cours nutrition 101 pour quelqu'un qui sait absolument rien? Qu'est-ce qu'il faut savoir pour comprendre de quoi on va parler après? Oui, c'est une bonne question. Il y aurait tellement de choses à dire, mais disons la base de la nutrition, on parle toujours en nutrition de glucides, protéines, lipides. Ça, c'est comme la base de notre terrain de jeu, si on veut. Donc, si je sais pas c'est quoi des glucides, moi, je vais dire le mot glucides sûrement beaucoup aujourd'hui parce que c'est un peu mon... Est-ce que c'est pas ton nom Instagram? Mon petit dada, exactement. Donc, les glucides, c'est quoi? En fait, les glucides, on les retrouve dans les aliments comme les fruits, les pâtes, le pain, le riz, tout ce qui est féculent.
céréales, gruaux et compagnie, et tous les aliments sucrés aussi, donc les bonbons, confitures, sirop d'érable. Et ça, c'est vraiment ma source d'énergie principale quand je fais un sport. Donc, et c'est avec quoi mon cerveau carbure aussi. Donc, c'est très, très, très important pour n'importe qui, mais d'autant plus important pour un sportif parce que c'est son énergie pour carburer, pour performer. Ensuite, il y a les protéines. Les protéines, c'est ce qu'on va retrouver dans tout ce qui est viande, protéines végétales, donc tofu, fromage, œufs, légumineuses et compagnie. Puis ça, c'est un peu comme le matériau de base de nos muscles, si on veut. C'est très, très important. C'est important aussi pour l'effet de satiété, donc pour faire en sorte qu'on n'a plus faim après un repas. Donc, c'est important d'en avoir à chaque repas puis de bien le répartir. Mais les protéines, on met beaucoup, beaucoup d'emphase dans les réseaux sociaux et tout sur les protéines, à quel point c'est important. Mais je dirais que c'est important surtout de bien le répartir dans la journée. Moi, c'est quelque chose que je remarque beaucoup. Les gens en mangent trop à un repas, pas du tout à un autre. C'est très déséquilibré, mais... Puis mettre un peu de côté les glucides qui, eux, sont d'autant plus importants que les protéines. Donc, attention à ça. Et finalement, les lipides. Les lipides, en fait, c'est les gras. Donc, c'est les gras qu'on trouve dans les huiles, dans le beurre, dans la friture, dans certaines viandes, dans les œufs, dans le fromage. Il y en a un peu partout. C'est important. C'est souvent un peu moins important pour la performance, disons. Donc, on en veut dans notre alimentation. On ne veut pas les couper totalement. Mais on veut pas... C'est rare qu'on va favoriser de manger beaucoup de lipides, par exemple. Donc, c'est important pour toutes sortes de fonctions dans notre corps, mais c'est souvent, dans les 3 macronutriments, celui qu'on va parler un peu de moins. OK. Voilà. Et dans la nutrition, là, dans le fond, toute la journée, on mange des aliments. Ça, c'est notre source d'énergie. Oui. Est-ce qu'il y a une façon de calculer comme ce qu'on rentre dans notre corps puis ce qu'on dépense? Est-ce que c'est important, cette espèce de balance-là, dans le fond? C'est important, mais je dirais que c'est pas important de le calculer. En fait, même que de le calculer peut mener à des problèmes. Trop de fixation sur les calories, les calculs de macronutriments et tout. Souvent, ce qu'on remarque, c'est que ça mène à un peu plus obsessif. Puis là, on vient à se restreindre. Oh, j'ai peut-être mangé trop de calories, tu sais. Tandis que si plutôt je me fie à mes signaux de faim et de satiété, ce qui serait l'idéal, mon corps, lui, il est relativement bien fait. Normalement, si je suis bien connectée avec mes signaux, on peut perdre ces signaux-là, donc attention. Mais si je suis bien connectée, mon corps va me dire quand j'ai assez mangé et à moi ensuite de l'écouter et non pas de continuer à manger parce que, peu importe, j'écoute un film puis je me rends pas compte ou parce que c'est trop bon mais je veux continuer à manger. Et quand j'ai faim, ben je devrais manger et pas plutôt me dire je devrais pas manger parce que je vais grossir ou quoi que ce soit. Donc, se restreindre, là, plus tard, avoir tellement faim que je dévore 2 fois plus que ce que j'aurais mangé avant. Donc, bref, c'est complexe, mais je vais toujours favoriser l'écoute des signaux de faim et de satiété plutôt que le calcul des calories et macronutriments. C'est comme du intuitive eating? Exact. C'est un petit peu ça. C'est intéressant que tu en parles parce que il y a l'alimentation intuitive qui est hyper intéressante, hyper pertinente, où est-ce que justement, on se fie un peu à son feeling de qu'est-ce que j'ai envie de manger et est-ce que j'ai faim, est-ce que j'ai plus faim, puis de vraiment se connecter avec ce qu'on va manger. Puis je trouve ça difficile des fois de connecter ça à la nutrition sportive, où est-ce que moi, je te dis, une demi-heure après ton entraînement, si tu as 2 entraînements par jour, tu dois manger X grammes de glucides puis X grammes de protéines qui donnent, par exemple, une tasse de lait au chocolat avec une barre tendre, peu importe, je dis n'importe quoi. Puis dans ce cas-là, c'est tout sauf intuitif. Je te dis, mange-le, même si tu ne ressens pas que tu as faim à ce moment-là, parce que, l'activité physique peut couper ta faim et tout ça. Mais dans d'autres moments extérieurs de l'entraînement, idéalement, il faudrait se reconnecter à l'alimentation plus intuitive. Donc, c'est de voir, c'est un peu une périodisation de... Là, je fais ce que la théorie me dit de faire pour optimiser ma performance. Puis à d'autres moments, j'essaie de me connecter un peu plus à mes signaux de faim et de satiété. Mais c'est un fin l'équilibre. En fait, oui, exactement. Mais moi, j'ai une question avec l'alimentation intuitive. Vas-y. Je peux voir comment ça va fonctionner avec un groupe d'adolescents plus âgés et adultes, mais j'imagine avec des plus jeunes... Intuitivement, moi, je pense que ça devient un seul groupe alimentaire, bonbons, chocolat, chips. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que pourtant, les enfants sont les meilleurs mangeurs intuitifs. Parce qu'ils n'ont pas été encore influencés par la société. Tu sais, un enfant, parce qu'un enfant peut vite avoir de la restriction.
si son parent lui dit « mange pas ça », si tu finis ton brocoli, tu vas avoir un dessert. Juste ça, dans le cerveau de l'enfant, ça fait dire le brocoli, c'est une punition, le dessert, c'est une récompense. Donc, le dessert est bon. Si on disait le contraire, finis ton gâteau puis tu vas avoir du brocoli, je me demande ce que ça ferait dans le cerveau des enfants, mais bon, personne ne fait jamais ça. Mais un enfant qui n'a pas été encore exposé à toutes ces restrictions-là ou à la société, au fait de texter en mangeant, donc on est complètement déconnecté, va être connecté à ces signaux. Puis la preuve, c'est, tu sais, un enfant, ça a des poussées de croissance. Ouais. Des fois, ça mange plus, des fois, ça mange moins. Un enfant va manger un gâteau de fête à un anniversaire, puis il va laisser la moitié, puis il va aller jouer avec ses amis parce qu'il va être tanné. Donc, un enfant, au contraire, peut être très bien connecté. Mais bon, après, il peut être influencé par toutes sortes de choses, puis vouloir manger... S'il veut manger toujours des biscuits, des gâteaux et tout ça, c'est peut-être parce qu'il y a déjà un aspect restrictif. C'est plus le problème des parents. Oui, bien, le problème des parents. C'est compliqué, tu sais, je veux pas mettre ça sur le dos des parents parce que un parent a beaucoup de choses à gérer, puis on vit avec nos propres restrictions aussi, qu'on va peut-être transmettre à nos enfants sans s'en rendre compte, tu sais, puis des restrictions, il y en a tellement dans notre société. On dirait que c'est omniprésent, en fait. Tu sais, l'espèce de sentiment de culpabilité de si je mange un cornet, il faut que j'aille le dépenser en courant ou je me permets ou je me gâte. Tous ces mots-là qui sont c'est comme acquis puis on accepte ça dans notre société, mais ça nous crée plein de problèmes. C'est vrai qu'on transmet ça sans vraiment s'en rendre compte aux plus jeunes. Mais oui. Puis... Fait que, mettons, les plus jeunes, est-ce que tu conseillerais de, mettons, tu sais, je parle d'enfants, pour créer comme cette bonne habitude-là, est-ce que tu gères, mettons, qu'un parent met sur la table un peu tous les aliments, même le dessert, lui, il décide qu'est-ce qu'il veut manger, puis après, that's it. Exactement. Okay. Le parent devrait être en charge du contenu de l'assiette, donc des aliments sains et toutes sortes d'aliments, une variété, puis l'enfant, lui, décide de combien il va manger, selon sa faim du moment et tout ça. Tu sais, un enfant ne va jamais se laisser mourir de faim. S'il n'a pas faim là, ben il mangera prochaine fois ou peu importe. Puis, ça m'étonnerait, à moins qu'il y ait vraiment beaucoup un aspect restriction d'implanter qui mange juste du dessert. Fait que si vraiment je l'expose à toutes sortes de choses, c'est là que je vais lui donner une curiosité alimentaire aussi. Puis c'est vraiment, vraiment un beau cadeau à faire avec des enfants. OK. Il va être moins difficile, mais il va le découvrir par lui-même. Exact, possiblement. Oui. Si on revient à la nutrition sportive. Oui. Parce que là, mais c'est quand même mais c'est super intéressant. C'est plus général. Mais il y a sûrement comme des recommandations plus générales chez la population adulte. Est-ce qu'il y a des différences en termes de nutrition sportive quand on parle d'adultes versus enfants? Oui. Ce qui est particulier avec les enfants, les adolescents, c'est qu'ils ont comme un double besoin. C'est qu'ils ont le besoin énergétique du sport, qui est de plus que la base du quotidien, et celui de la croissance. Donc, ils ont des besoins hyper élevés, en fait. Donc, c'est des gens qui doivent manger souvent et beaucoup. Donc, à plusieurs reprises dans la journée, plusieurs collations, et quand même beaucoup. Tu sais, des fois, il y a des parents qui sont surpris à quel point les adolescents mangent, mais s'ils font un sport qui demande beaucoup d'énergie, ils sont en croissance, ça se peut qu'il y ait besoin de tout ça. Donc, c'est d'autant plus important chez les enfants, des fois, qui sont un peu plus difficiles, un peu des picky eaters qu'on parle, là. Donc, ça, c'est pas rare qu'il y ait des parents qui viennent me voir parce qu'ils sont inquiets, puis ils ont peur que leur enfant ne mange pas assez, parce que c'est un enfant qui n'a pas beaucoup d'appétit. Donc, l'idée, c'est de voir, à quoi ressemblent leurs besoins énergétiques dans la journée, puis comment est-ce qu'on peut, avec des aliments que l'enfant aime, remplir en fait tous ces besoins-là avec des collations, des plus petits repas, mais plus souvent peut-être. Donc, c'est quand même complexe pour cette population-là de répondre à leurs besoins, surtout pour des sports qui sont encore plus énergétiques, là, qui ont besoin plus... Donc, la différence, dans le fond, avec les jeunes, c'est que leurs besoins sont plus grands que les adultes, proportionnellement à leur exact. taille. C'est sûr qu'ils sont plus petits, donc leurs besoins sont plus... Mais pour leur taille, c'est ça. C'est qu'il y a le besoin de croissance qui n'est pas là chez l'adulte. Donc, on doit considérer. Puis, c'est un besoin qui est un peu vague, là, dans le sens où, il y a des poussées de croissance, il y a des moments où est-ce que c'est plus
au ralenti. Là, exactement. Donc, ça dépend pour chaque personne. Est-ce que toi, tu conseilles à un parent de justement consulter une nutritionniste dès que l'enfant il a un niveau sportif, mettons au secondaire, est-ce que c'est quelque chose que tu penses que c'est de mise à avoir au moins une consultation en nutrition? Oui, mais il y a beaucoup d'athlètes qui sont justement en sport-études au secondaire, où est-ce que là, la demande est quand même grande. Ouais. Si l'enfant mange bien, il n'y a pas de problématique à l'école ou de performance, de fatigue accrue, quoi que ce soit. Probablement que c'est correct, c'est bien contrôlé. Mais dans des optiques où est-ce que l'enfant ne mange pas beaucoup, où on sent une fatigue, justement, des pertes de performance à la fois à l'école, dans le sport, là, ça peut être intéressant. Ou qu'on remarque que la croissance arrête ou diminue. Ou en tout cas, où est-ce qu'on perd la courbe de croissance. Ça peut être un signal que, j'arrive pas à répondre à mes besoins énergétiques. Donc là, ça peut être intéressant d'aller voir une nutritionniste pour avoir des petits trucs, justement, pratiques de comment est-ce qu'on peut bien distribuer dans la journée. Puis je parle des protéines, mais ça, c'est quelque chose que je vois autant chez les adultes, chez les enfants. Les protéines sont mal distribuées la plupart du temps dans la journée. Donc ça peut aider aussi à aider au développement musculaire, à la croissance, à la performance. De juste modifier la distribution dans la journée, même pas le total. Donc ça peut être bien. Tu sais, par exemple, classiquement, les déjeuners sont pas toujours assez riches en protéines versus les soupers où est-ce qu'on en a le double de nos besoins. Puis les collations, pas souvent. Donc là, c'est mal distribué. Exactement. Donc, juste d'avoir des trucs pour remettre des protéines aux bonnes places. C'est quoi une bonne portion de protéines? C'est pas clair, tu sais. Tu sais, c'est pas rare que les gens vont manger une poitrine de poulet au complet, mais une poitrine de poulet, souvent, c'est 2 fois plus que ce que j'aurais besoin. Puis les gens sont comme, ils sont surpris de ça, tu sais. Donc... Mais c'est vraiment intéressant que tu parles de ça, puis tu parles de protéines, parce que, tu sais, moi, je regarde sur TikTok, sur les réseaux sociaux, puis il y a beaucoup d'influenceurs qui s'entraînent, là, puis qui donnent beaucoup de recommandations. Pas nécessairement donner des recommandations, mais, tu sais, eux, ils parlent pour eux, puis ils montrent qu'est-ce que... en tant que, je sais pas, fit girl, ce que je mange dans mon assiette, puis souvent, ils parlent de protéines. Ils mettent beaucoup d'accent sur... les protéines, beaucoup d'accent sur le calcul des grammes, etc. Puis, tu sais, c'est des jeunes, souvent, qui écoutent ça. Fait que absolument. C'est un bon point que t'amènes de... Exact. C'est pour ça que les protéines ont comme un aura, là, comme magique, que les glucides n'ont pas. C'est les ça. glucides, c'est le contraire. Les glucides ont un aura négative de ça fait prendre du poids, c'est mal, c'est toxique, whatever. Puis c'est une des raisons, en fait, pourquoi je m'appelle Capitaine Glucide. C'est un peu pour prendre la défense de ce macronutriment-là qui est si important pourtant pour les sportifs, mais pour tout le monde, puis qui se fait bâcher depuis tellement d'années. Moi, j'attends avec tant d'impatience le moment de la gloire des glucides. Tu sais, il y a eu la gloire des lipides avec le keto, les protéines, ça fait des années, il y a encore ça. À quand le tour des glucides? On part ça à la gang, là, c'est le moment. Écoute, c'est ma mission de ma vie, je pense. Oui. Cool. C'est intéressant. Ouais. Fait que dans le fond, un jeune qui rentre au secondaire en sport-études, pas vraiment, si tout va bien, pas vraiment d'indication d'avoir d'emblée une consultation en nutritionniste, en nutrition ou un accompagnement. Mais est-ce que certains sports qu'on pourrait dire, peut-être que ça vaudrait la peine, tu sais, peut-être un petit qui fait plus un sport d'endurance ou, est-ce qu'il y a des sports en particulier qu'on se dit, peut-être qu'il y a plus de risque d'avoir des problèmes avec ce sport-là? Oui, c'est une bonne question. Je pense, par exemple, à la natation, qui est un sport très, très exigeant, où est-ce que, pas à tous les niveaux, mais c'est pas rare qu'il va y avoir deux entraînements par jour. C'est un très tôt le matin. Donc, déjà, de s'entraîner à 6 heures le matin, t'as pas nécessairement le faire le matin. Est-ce que tu manges? Donc, si tu manges pas, tu pars avec moins d'énergie. Qu'est-ce que tu vas manger après? Donc, l'aspect de carburer avant un effort si tôt est un enjeu en soi. Et quand j'ai 2 entraînements par jour, ma demande énergétique est encore plus grande. Et c'est d'autant plus important de bien récupérer après le premier entraînement quand j'ai 2 entraînements dans la même journée. Donc, la collation, le déjeuner post-entraînement du premier entraînement doit avoir beaucoup de glucides, une bonne quantité de protéines aussi. Puis ça, c'est dur à calculer si on ne sait pas ces connaissances-là. Donc, ça peut valoir la peine. Puis moi, ce que je remarque beaucoup, par exemple, avec mes joueurs de baseball, c'est pas mes joueurs, mais bref, les joueurs avec qui je travaille, ont des pratiques quand même de 3 heures en moyenne.
Puis un peu comme le réflexe de ne pas manger pendant ces 3 heures-là. Puis, tu sais, je pense aux enfants qui sont en sport-études, bien, c'est pas rare que ça va peut-être être des pratiques quand même un peu plus longues. Puis le fait de ne pas manger pendant, bien, peut nuire à la performance. Puis là, tu arrives à la maison, tu es affamé, là, tu manges tout le garde-manger, tu manges un peu n'importe quoi. Les parents sont... Bien, souvent, on dit, ben là, mange pas, on va souper. Mais eux, c'est parce qu'ils sont Ils ont faim maintenant. là. Exactement. Donc, de mieux leur apprendre à gérer le avant, pendant, après. Est-ce que tu as besoin d'une collation après? Si tu as 2 heures de route à faire pour rentrer à la maison, oui, certainement. Même moins, possiblement. Ça dépend à quel point tu manges vite après ton entraînement. Pendant l'entraînement, ce qu'on fait beaucoup avec Baseball Québec, c'est intégrer des collations riches en glucides. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas d'emblée présent dans la culture. Puis de plus en plus, là, ils ont compris le message. Puis, tu sais, le avant... Si mon sport est l'après-midi, mais dans mon lunch, qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce qui est un bon lunch pour avoir assez d'énergie? Pas que ce soit trop lourd, pas que j'aie des crampes pendant que je cours ou quoi que ce soit. Donc, pour toutes ces raisons-là, oui, ça pourrait être pertinent que n'importe qui s'entraîne en sport-études ou quoi que ce soit consulte une nutritionniste parce que, bon, on connaît pas nécessairement ces informations-là. Mais ça va surtout être pour optimiser la performance et le bien-être de l'athlète. Puis c'est pas rare qu'il y ait des athlètes adolescents qui veulent quand même prendre la masse musculaire. Puis c'est difficile de prendre la masse musculaire tant et aussi longtemps que j'ai pas fini ma croissance. Donc, si on peut leur donner des conseils pour optimiser à la fois la croissance et peut-être éventuellement un gain de masse musculaire qui viendra avec le temps, ça peut être un bon moment, en fait, de les rencontrer pour leur donner les bons outils pour ça. Donc, dans le fond, la chose à retenir de ça, c'est peu importe, c'est super que la culture change un peu dans le baseball. Oui. Ça serait bien que ça se passe dans d'autres sports aussi. Tout à fait. Dans le fond, super facile, c'est d'essayer d'intégrer des collations, glucides, surtout pour des entraînements qui se prolongent au-delà d'une heure et demie. Oui. Tu sais, entraînement de 2 heures et plus, je dirais une collation riche en glucides pendant serait pertinent. Puis quand je parle de collation riche en glucides, je parle de fruits. Une banane, ça apporte bien. J'aime beaucoup les compotes Go-Go Squeeze ou du genre là, qui se transportent aussi très bien puis qui se mangent en 2 secondes. Tout ce qui est barre tendre, il y a des barres de fruits aussi, comme les fruits to go. Vraiment des pâtes de fruits, ça s'apporte bien, ça se laisse dans son sac de sport, puis il n'y a pas de problème. Des fruits séchés. N'importe quoi qui a été fait maison aussi, un muffin maison, un pain aux bananes, des boules d'énergie. Donc, il y a quand même plusieurs options. L'idée, c'est de garder en tête de manger quelque chose de riche en glucides. Par exemple, de manger des noix pendant son entraînement serait moins pertinent parce que dans les noix, j'ai surtout des lipides, un peu de protéines. C'est pas ça que j'ai besoin à ce moment-là. Les noix vont être pertinentes ailleurs dans la journée, mais pas pendant mon entraînement, par exemple. OK. Puis ça, il faut bien comprendre, dans le fond, ce changement de culture-là, ce serait pour améliorer la performance dans la deuxième portion d'entraînement, dans le fond. Exact, parce que plus mon entraînement est intense, plus je dépends de mes réserves de glucides pour performer. Et ces réserves-là sont limitées dans mon corps. Donc, après 1h30 à peu près, tout dépendant de l'intensité, on peut se dire qu'elles sont pas mal vides. Donc, qu'est-ce qui va arriver, c'est que le reste du temps, bien, mon intensité va diminuer parce que là, je vais utiliser plus mes réserves de gras pour performer. Puis, je pourrais pas me donner autant à 100% que si j'avais des glucides. Et même pour la concentration, il y a beaucoup de sports qui nécessitent de la concentration. Je pense au baseball, par exemple, mais d'autres sports pour viser, par exemple, quoi que ce soit. Bien, les glucides, je disais comme au début, c'est le carburant du cerveau. Donc, c'est important d'en avoir assez. Puis, il y a l'hydratation aussi qui est importante pour, justement, rester concentré, tout ça. De savoir, bien, est-ce que je bois pendant ma pratique? Je bois quoi? Je bois combien? Ça dépend évidemment de chacun, mais juste de sensibiliser par rapport à l'hydratation. Tout le monde sait que c'est important de boire, mais beaucoup de gens qui boivent pas assez, même s'ils le savent, on dirait de se le faire rappeler puis de dire, bon, bien, OK, on va se fixer un objectif de combien de bouteilles d'eau je veux que tu boives pendant ta pratique, par exemple. Bien, ça donne un objectif un peu plus concret que de juste dire, bien, il faut que je boive de l'eau. Ouais. Puis est-ce que... Je suis sûre qu'on a la même question. Bien, mettons, pendant ton entraînement, est-ce que tu privilégies juste de l'eau ou tu privilégies des boissons, électrolytes, Gatorade, whatever, ou un mix des deux? Bien, ça dépend du type d'entraînement. De l'eau va toujours être pertinent, ça c'est sûr. Si j'ai un entraînement de plus d'1h30, justement, puis que c'est impossible dans mon entraînement de manger,
Il n'y a pas de pause ou, tu sais, je pense à la natation, plus compliqué de manger sur le bord de la piscine. Bien, à ce moment-là, une boisson pour sportif comme Gatorade, Powerade peut être très pertinent parce que ça va me donner justement des glucides. Tout en ayant le bon ratio pour pas que ce soit trop concentré pour l'estomac. Donc ça peut être bien. Je pourrais sinon, dans ma pratique de 2 heures, manger une collation riche en glucides puis boire de l'eau. Ça pourrait faire aussi très bien. Est-ce que la boisson d'hydratation, justement, peut remplacer la collation carrément? Oui. Si c'est assez court, je dirais, si plus c'est long, plus soit je bois beaucoup de Gatorade, ou j'en bois plus qu'une bouteille et j'intègre, ou sinon, ça peut être juste assez. Puis est-ce qu'il y a un avantage de y aller avec une collation solide versus la boisson d'hydratation? Non. Je dirais que c'est selon le goût de la personne puis aussi la tolérance à la digestion. Il y a des gens qui, si le sport implique beaucoup de courses ou beaucoup de mouvements, de manger une barre peut être plus difficile à digérer. Il y a des gens qui vont juste préférer manger versus boire. Il y a des gens qui aiment pas tant le goût des boissons pour sportifs pour X raisons. Il y a moyen de faire sa boisson pour sportif maison, justement, en mélangeant moitié eau, moitié jus, une pincée de sel, puis on a à peu près l'équivalent. Donc, c'est très, très simple, beaucoup moins cher, un peu moins chimique. Il n'y a pas de collant et quoi que ce soit. Donc, il y a moyen de faire ça, mais ça demande de le faire. Le Gatorade a l'aspect pratique de je prends le Gatorade, je directement. Tu sais, quand un ado va peut-être pas vouloir faire sa propre boisson pour sportif, mais pour ceux qui n'aiment pas le goût, ça peut être un bon remplacement. Donc, je dirais que ça dépend vraiment de la préférence de la personne. Même les gels, tu sais, les gels de sirop d'érable, des choses comme ça, c'est aussi équivalent. C'est vraiment dépendamment ça pourrait être ça aussi. Du choix de la personne. Tu sais, les gels énergétiques, c'est juste que c'est quand même cher. Donc, souvent, je les garde plus pour des entraînements clés. Je trouve que c'est plus pratique, par exemple, pour la course à pied. Oui, c'est ça. Parce que là, manger une barre tendre, manger une banane, c'est plus compliqué. Il faut partir avec sa banane. Tandis que ça se met bien dans les petites poches. Mais, tu sais, pour un athlète qui s'entraîne à tous les jours, justement, en sport-études, d'avoir un gel à chaque pratique, ça finit par coûter cher. Il y a d'autres options, peut-être plus pratiques. Économiques. Économiques. Exact. Dans ta pratique, là, il y a... Quand tu vois justement des ados, est-ce qu'il y a des carences en particulier que tu vois chez cette population-là ou des choses qu'il faut être un petit peu plus à l'affût, à rechercher? C'est une bonne question. Bien, c'est sûr que le fer, en général, pas nécessairement chez les ados, mais chez tout le monde. Surtout chez les sportifs, surtout certains sportifs, surtout chez les filles, mais ça peut arriver chez les hommes aussi. Mais les femmes ont besoin de plus de fer dû aux menstruations. Donc, encore une fois, l'adolescente, si elle a eu ses menstruations ou pas, ça peut avoir une influence certainement par rapport au fer. Puis, tu sais, les filles, le désavantage par rapport aux gars, c'est souvent vont manger un peu moins. Des fois, moins d'appétit, des fois, moins de viande aussi, donc moins de sources riches en fer. Tu sais, par exemple, les athlètes qui sont végétariens peuvent très bien trouver le fer qu'ils ont besoin dans l'alimentation, mais le fer végétal est moins bien absorbé. Donc, je dois m'assurer d'en consommer un peu plus, d'être un peu plus vigilant par rapport à ça que si je mangeais de la viande, où est-ce qu'il y a un peu plus de fer, un peu mieux absorbé aussi. Mais, tu sais, c'est pas tous les athlètes qui vont avoir des carences en fer. Moi, je dirais de juste s'assurer d'avoir une variété d'aliments notamment qui contiennent du fer, donc la viande, tout ça. Mais dans les végétaux, il y a tout ce qui est tofu, légumineuses, tu sais, légumes verts, oui, mais bon, comme je disais, il en contient moins ou c'est moins bien absorbé. Si jamais je ressens des signes de fatigue, difficulté à récupérer, malgré le fait que je dors beaucoup, ça peut être pertinent d'aller faire des prises de sang pour voir, parce que ça peut être un des symptômes justement d'anémie ou de carence en fer. Et là, ça vaut la peine de prendre un supplément à ce moment-là, juste pour remonter le taux de fer et ensuite ajuster son alimentation pour être sûr que ça ne réarrive pas à chaque fois. OK. Puis est-ce qu'il y a d'autres carences que le fer que tu vois bien, sinon, l'autre carence, de par le fait qu'on habite au Québec, ce serait la vitamine D. La vitamine D, moi, c'est un supplément que je recommande à tout le monde de prendre. Il n'y a aucun effet négatif à prendre la vitamine D. Et, bon, surtout entre octobre et avril, ça vaut vraiment la peine d'en prendre parce que la vitamine D joue quand même beaucoup d'effets sur la santé osseuse, mais aussi le système immunitaire. De plus en plus d'études qui démontrent qu'il y a un effet aussi sur la performance physique, là. Donc, pour les athlètes, ça vaut la peine d'avoir des taux plus élevés. Puis les études démontrent une carence assez généralisée. Oui, vraiment. Puis c'est pas quelque chose
qu'on voit dans une prise de sang de base non plus. Donc, c'est rare qu'on sait vraiment son taux de vitamine D, puis qu'on peut ressentir tant les effets. Mais surtout, si on remarque que je tombe souvent malade, tout ça, peut-être ça vaut la peine d'évaluer ça ou de prendre un supplément. Parce que dans l'alimentation, c'est dur d'avoir suffisamment de vitamine D. Il faudrait que je prenne beaucoup de lait à chaque jour ou que je mange du saumon à chaque jour. C'est pas une alimentation qui est variée. Donc, je recommande plus la supplémentation à ce niveau-là. Mais pour le reste des vitamines, minéraux, l'alimentation peut très bien subvenir aux besoins. Fait que vitamine D, alimentation variée. Exact. C'est aussi simple. C'est pas besoin de ça compliqué. Tu sais, les athlètes qui ont, je sais pas, mythe réalité, là, on regardera, mais est-ce que, tu sais, les crampes, les athlètes qui ont beaucoup de crampes, je sais pas, il y a des fois des nageurs qui disent à chaque fois qu'on active souvent des crampes au mollet, des coureurs, etc. Les gens, ils disent ça, c'est un manque, une carence en potassium et tout, manger des bananes, etc. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a tant de... On pointe du doigt l'hydratation, le potassium, le sodium, tout ça. Malheureusement, ça serait le fun que ce soit aussi simple que de manger une banane, mais c'est pas aussi simple. En fait, c'est plus musculaire. C'est vraiment une fatigue musculaire qui crée cette crampe-là. Donc, c'est le fait d'avoir une intensité probablement trop élevée, puis le corps n'est pas habitué, ou en tout cas, il n'est pas assez entraîné pour rencontrer cette charge exacte d'entraînement. Puis en fait, c'est vraiment l'entraînement graduel qui va permettre au corps de supporter cette intensité-là éventuellement dans le temps. Bref, je le dis mal, là, mais c'est pas dû à la nutrition. Si je suis déshydratée, ça peut exacerber ça, mais ça sera pas dû à la déshydratation. Oui, c'est ça. OK. Donc, c'est vraiment de favoriser un entraînement qui va être plus optimal par rapport à ça. Tu sais, ça arrive, par exemple, dans les marathons où est-ce que les gens sont pas habitués d'avoir une intensité aussi élevée pendant aussi longtemps. T'sais, ils l'ont peut-être pas... Tu pratiques pas un marathon nécessairement à toutes les fins de semaine pour être prêt pour ton marathon. Non, c'est ça. Donc, ça peut arriver. Est-ce qu'il y a un aspect génétique? On remarque quand même qu'il y a des gens qui ont plus de tendance de crampes que d'autres, peut-être. Mais il n'y a pas d'aspect de manger de banane ou de se supplémenter en magnésium ou potassium. Il n'y a pas de traitement miracle. Il n'y a pas de traitement miracle. Le seul traitement miracle... C'est-tu le pickle juice? C'est le pickle juice. C'est le pickle juice, mais une fois qu'on a la crampe. Donc, il faut quand même se rendre au moment où est-ce que j'ai une crampe. En fait, le vinaigre qui est dans le pickle juice ou dans la moutarde, il y a des gens qui traînent des sachets de moutarde aussi. Un peu plus facile que traîner son pot de pickle juice. En fait, ça diminue le temps de crampe. Donc, ça va m'aider à réduire ça, mais ça va pas empêcher d'avoir la crampe. Donc, ça sert à rien de se loader en pickle juice, en jus de cornichon les jours avant pour éviter d'avoir une crampe. Ça ne fonctionne pas. Tu vas juste en hypernatrémie. ça marche pas comme ça. Donc, c'est vraiment le vinaigre qui joue sur le système nerveux, en fait, qui va réduire ce temps de crampe-là. Mais aussi, d'arrêter de faire quelques étirements va éventuellement aider à faire passer de la crampe, puis on recommence graduellement. Ça, il y a des gens qui ont fait une étude là-dessus. Des études sur le jus de cornichon, exactement. Oui, c'est vraiment intéressant. Puis il y a pas des suppléments, mais des sachets là, qui sont des compagnies qui ont produit ça récemment. Des shots, il y a des shots de pickle juice, ça se vend comme ça, des petites bouteilles. Mais sinon, le bon vieux sachet de moutarde peut faire la job aussi. Je pense qu'on peut continuer dans les traitements magiques. Oui, vas-y. Ou à la mode. Dans les choses à la mode, là, nous, on identifie comme trois différentes catégories. Les régimes, régime miracle, on en a déjà parlé un petit peu. Les suppléments, puis les genres de poudre magique, là, qui sont pas vraiment des suppléments, mais les greens, les collagènes, toutes ces affaires-là. Oui. Mettons les régimes, parce que là, il faut se rappeler que nous, on vise une population qui est souvent en bas de 18 ans ou plus jeunes sportifs. Donc, en termes de tous les régimes miracles, puis je pense qu'on commence à se douter de la réponse, là, mais est-ce qu'il y en a qui sont complètement contre-indiqués dans une population de jeunes sportifs ou comme si fait de façon organisée, c'est pas si mauvais que ça? Je dirais tous les régimes sont contre-indiqués pour tout le monde. Mais parce que le mot régime, dans ma tête, signifie restriction. C'est comme...
Évidemment, je peux vouloir perdre du poids, notamment pour ma performance, pour toutes sortes de raisons. J'ai le droit de vouloir perdre du poids. Après, je pense que c'est important de questionner ce désir de perdre du poids-là. Est-ce qu'il est dû à justement une pression de la société pour atteindre un idéal de minceur X, ou est-ce que je serais vraiment mieux, ou bref. Est-ce que j'améliorerais ma performance? C'est possible, mais une perte de poids ne veut pas dire à tout prix que j'améliore ma performance. Ça peut donner d'autres problématiques. Ça peut faire en sorte que je rencontre pas mes besoins énergétiques, plus de risques de blessures, plus de risques de contre-performance, plus de risques d'être malade tout le temps, donc des rhumes, tout ça. Donc, bref, il faut que ça soit bien fait. Puis il n'y a pas de régime, il n'y a pas de formule miracle. Tu sais, c'est vraiment de réduire possiblement ses apports à certains moments clés dans la journée sans réduire les apports autour de l'entraînement. Tu sais, par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont réduire les glucides parce qu'ils veulent perdre du poids. Oui, en effet, je peux vouloir réduire mes glucides. Je vais vouloir réduire mes lipides aussi, puis bon. Mais jamais autour de l'entraînement. Donc, ça va être important de périodiser l'alimentation. C'est surtout ça qui est pertinent. Donc, avant, pendant, après mon entraînement, j'en ai besoin de glucides pour récupérer, pour performer. Mais peut-être que si je m'entraîne le matin, au souper, je peux avoir une moins grosse portion de glucides sans la couper totalement. Parce que là, la couper totalement peut créer d'autres problèmes parce que j'en ai besoin d'un minimum dans ma journée, que je sois en perte de poids ou pas, tu sais. Puis si je coupe complètement les glucides, qu'est-ce qui arrive? Ça peut mener éventuellement à des cravings parce que mon corps, lui, en a besoin. Puis il est comme, mais là, qu'est-ce que tu fais? Puis quand il m'envoie le signal de craving, il me dit pas mange du riz brun, là. Il me dit mange des bonbons, mange peu importe. Il me donne-moi quelque chose qui vaut la peine en glucides, tu sais. Donc, de couper mon riz dans mon assiette pour perdre du poids va possiblement mener à d'autres problématiques. Puis là, je mange un sac de bonbons au complet parce que j'en peux plus, mon corps il a besoin de glucides. Après, je me sens super coupable. Puis là, je suis comme, ça joue sur mon estime de moi. Je me dis plus jamais je vais manger de bonbons. Puis là, je suis encore plus restrictive. Puis là, bref, c'est un cercle vicieux très, très néfaste. Puis si tu as justement un petit joueur de baseball qui arrive avec sa famille, puis c'est une famille qui suivent une alimentation cétogène. Hein? Oui. Mais je serais jamais pour l'alimentation cétogène pour les sportifs, puis même pour n'importe qui, mais bon, surtout pour les sportifs parce qu'ils ont des besoins plus élevés en glucides. Puis là, l'alimentation cétogène, c'est presque pas de glucides. Souvent, ce que je vais essayer de faire, c'est une espèce de... au moins un compromis de est-ce qu'on peut au moins mettre des glucides avant, pendant, après les entraînements, puis les éduquer par rapport à l'importance des glucides, puis au pire, ce sera déjà un acquis de plus que de... Tu sais, je peux pas me battre contre des gens qui partent keto puis leur faire manger plein de glucides, tu sais. C'est ça. Donc, on y va une étape à la fois, mais au moins d'avoir des glucides autour de l'entraînement va améliorer les performances, certainement. OK. Puis même situation, mais c'est une famille qui sont véganes. Oui. C'est très possible de performer bien quand on est végane. Il faut juste s'assurer d'avoir des glucides, des protéines, tout ça. Tu sais, l'alimentation végane est souvent riche en glucides. Pour ça, c'est un gain. Parce que les protéines, les légumineuses, ça donne des protéines, mais ça donne des glucides aussi, donc c'est intéressant. C'est juste de s'assurer que ce soit bien équilibré, qu'il y ait suffisamment de protéines. Mais tu sais, un athlète omnivore pourrait manger un peu n'importe quoi aussi, puis que ça soit pas bien équilibré. Donc, qui dit véganisme ou végétarisme dit pas que c'est moins bien équilibré qu'un omnivore. Donc, il faut juste s'assurer que ça réponde aux besoins. Puis c'est sûr que les portions de protéines végétales, souvent, doivent être un peu plus grosses que la viande pour aller chercher toutes les protéines. Donc, il faut juste s'assurer que mon bloc de tofu, je fais pas 6 repas avec. Parce que là, ça sera peut-être pas assez ou comblé avec d'autres sources de protéines dans ce repas-là. Donc, ça nécessite juste une éducation par rapport à ça. Puis tu dis que dans l'alimentation végane, les produits véganes, il y a moins d'absorption de fer dans la protéine végane versus dans la viande. Oui. Est-ce que tu recommandes à un athlète végane de prendre automatiquement un supplément de fer? Non. Le supplément de fer, je le recommande jamais automatiquement parce que ça peut devenir toxique, le fer, si on en prend trop. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être prescrit par le médecin suite à des prises de sang, si je vois que le taux est trop faible. Mais c'est pas quelque chose que je vais recommander. Versus la vitamine D, tu sais, le taux de toxicité est quand même très, très élevé. Donc, même si tu n'as pas fait de la prise de sang spécifique à la vitamine D,
je considère que ça vaut la peine d'en prendre surtout l'hiver parce que je sais il y en a pas avec le soleil, puis avec l'alimentation, c'est difficile. Donc, j'ai pas besoin. Donc, c'est très différent. Le fer nécessite d'avoir une confirmation médicale. Ouais. Puis, je sais pas si c'est généralisé ou quoi que ce soit, mais moi, j'avais eu quelques athlètes véganes que il y avait plus de la misère à digérer, mettons, des légumineuses, des pois chiches, je pense beaucoup plus pois chiches, lentilles et tout. Est-ce que toi, tu as des recommandations pour améliorer la digestion ou d'autres protéines? Bien, évidemment, c'est vrai que les légumineuses sont gazogènes. Donc, de base, vont créer plus de gaz que, par exemple, le poulet. Après, il y a une habituation à ces protéines-là. Donc, il y a des gens qui sont justement véganes depuis plusieurs années puis qui, peut-être, avaient plus de ballonnement au début puis, à force d'en manger, ont développé cette habitude-là puis ont plus de tolérance, disons. Si quelqu'un reste sensible aux légumineuses, bien, ce que je ferais, c'est d'essayer de périodiser le moment où est-ce que j'en prends, justement. J'en prendrai pas avant un entraînement parce que c'est très riche en fibres, justement, donc ça peut être plus difficile à digérer et en plus, elle risque d'être gazogène. Donc, je vais favoriser les légumineuses après les entraînements, puis peut-être avant d'aller chercher des protéines végétales qui sont plus faciles à digérer, comme le tofu, par exemple. Souvent, va être plus facile chez les gens. Puis, dans les produits miracles, est-ce qu'il y a vraiment un produit miracle? Déjà, le mot miracle devrait vous sonner une cloche. Il n'y a rien qui est miracle, malheureusement. Collagène, écoute, c'est un nouveau supplément. En tout cas, en nutrition sportive, je pense que c'est un vieux supplément pour tout ce qui est arthrite et compagnie. Mais chez les sportifs, on l'étudie de plus en plus. Puis il y a quand même des percées qui peuvent être intéressantes, notamment quand j'ai des blessures au niveau du genou, au niveau de tout ce qui est ligaments, tendons et compagnie. C'est pas encore coulé dans le béton. Ça fait pas partie des suppléments qui ont été comme approuvés, ça fonctionne, c'est bon, let's go. Mais il y a de plus en plus d'études quand même qui démontrent qu'il y a une possible aide justement à la réhabilitation quand j'ai des blessures. C'est quelque chose que moi, je serais à l'aise d'essayer avec un athlète, par exemple, qui vient de se briser son ACL, son croisé. Ligament croisé antérieur. C'est ça, exactement le mot que je cherchais en français. La classique blessure qu'il y a beaucoup chez les sportifs, bien, pour aider à sa réhabilitation, je serais très à l'aise d'essayer le collagène. Mais ce ne serait pas un supplément que je donnerais à tout le monde. C'est ça. Puis en prévention, c'est pas encore clair que ça aide vraiment. Encore à voir, est-ce que l'historique de l'athlète, c'est qu'il y a plusieurs blessures, donc peut-être que ça peut être pertinent, ou c'est un sport spécifique qui a beaucoup de ce type de blessures-là, mais c'est encore un peu nébuleux. Mais il y a peut-être quelque chose là. Fait qu'au moins, il n'y a pas d'effet négatif. Non, pas... Puis, est-ce qu'il y en a justement de ces suppléments-là, greens, peu importe, qui auraient un effet négatif, puis plus spécifiquement en pédiatrie, chez les jeunes? Bien, les greens, ça sert à rien. Mangez vos légumes, ça va être bien correct. De rajouter des greens, ça c'est très marketing. C'est très populaire, mais il n'y a rien qui est bénéfique à prendre ça. Les antioxydants, il y a beaucoup d'antioxydants là-dedans. Puis même que trop d'antioxydants peut nuire aux adaptations musculaires suite à l'entraînement, que l'entraînement vise. Donc, ça peut même être contre-productif. Donc, les greens, réservez votre argent. Les BCAA, ça, c'est un supplément très, très populaire et très, très inutile aussi. Il n'y a aucune étude qui a démontré que c'était pertinent. Les BCAA, c'est quoi? C'est des acides aminés. Puis les acides aminés, c'est comme ce qui compose les protéines. Puis ces acides aminés-là, spécifiquement, seraient utilisés dans la synthèse de protéines. Donc, la théorie derrière ça, c'est si je prends des BCAA, ça va aider à mon gain de masse musculaire. Mais il n'y a rien du tout qui a démontré que c'était pertinent d'avoir suffisamment de protéines, de leucine, qui est un des acides aminés, qu'il y a dans la protéine du lait, par exemple, quoi que ce soit. Elle va être très suffisante pour optimiser mon gain de masse musculaire. Pour optimiser mon gain de masse musculaire, c'est de bien répartir mes protéines dans la journée, d'avoir un surplus énergétique. Ça, c'est les éléments miracles. Beaucoup plus que les BCAA. Mais c'est cool de prendre des BCAA. Mais moi, je vous dis que c'est pas cool. Fait qu'il faut qu'on change la roue.
tant pis pour les BCA. Encore une fois, économisez votre argent ou l'argent de vos parents. C'est pas des bénéfiques ni pour adultes, ni en pédiatrie, pour personne en ce moment. Mais puis on l'envoie juste ça sur les réseaux sociaux. Exact. Puis, tu sais, c'est pas rare que je peux demander à un athlète pourquoi tu prends ça ou c'est quoi ça. J'ai vu ça. Aucune idée. Tu sais, comme non, c'est pas pertinent. Puis est-ce que la poudre de protéines, ça peut être une option d'entraînement? Oui, la poudre de protéines, comment je le vois, c'est pas un essentiel, mais ça peut être pratique. Okay. C'est-à-dire que je vais jamais imposer à un athlète d'acheter de la poudre de protéines parce qu'il en faut absolument pour prendre la masse. Pour prendre la masse, je peux très bien réussir à gagner la masse musculaire ou à répondre à mes besoins en protéines avec les aliments. Ça, c'est sûr à 100%. L'avantage de la poudre de protéines, pour moi, c'est son aspect pratique. Dans un petit scoop, j'ai 25 grammes de protéines. Je peux le mettre dans un shake ou dans un smoothie. Je peux le mettre dans des crêpes, je peux le mettre dans des recettes. Ça peut aider à bonifier l'apport en protéines. Mais attention de ne pas en prendre trop. De prendre 2 scoops dans mon shake, ça ne sert absolument à rien. J'en mets un dans la poubelle, j'en mets un dans mon shake. C'est quasiment la même chose. Donc, oui, ça peut être utile. Mais on dirait que dans la tête de beaucoup de jeunes, si j'ai pas des protéines en poudre, je vais pas être capable de prendre la masse musculaire. Ça, c'est archi faux. Même que les protéines dans les aliments vont souvent être plus pertinentes parce qu'il n'y a pas juste des protéines. Il y a plein de choses, des vitamines, des minéraux, puis la symbiose de tout ça va être beaucoup plus intéressante pour le corps que d'avoir des protéines isolées toutes seules. Donc, je suis pas contre, mais je suis pas pro achetons tous des suppléments de protéines. Puis surtout, ça doit être quand même décevant pour les jeunes parce qu'un enfant en croissance, pour développer l'hypertrophie musculaire, c'est pas là que tu vas le développer. Tu vas le développer à la fin de ta croissance. C'est comme un peu inutile qu'ils en prennent. Là. Exactement. Puis c'est beaucoup plus... Ça vaut la peine de réviser son alimentation avant d'aller acheter des protéines. Ou est-ce que ça se peut que j'en prenne trop de toute façon? À des moments pas opportuns. Donc, à voir si je vois que c'est difficile de manger des protéines parce que, justement, l'enfant ou l'adolescent est très difficile, puis bon, il n'aime pas tel aliment, pas la viande, pas ci, pas ça, ça peut être un atout, mais pas dans tous les cas. Vraiment pas. C'est juste cool, ça aussi. Oui, c'est ça. Malheureusement. Parce qu'on voit beaucoup ça. Je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est tout ce que tu dis, que c'est des mythes, puis c'est pas vrai. On en voit un TikTok sur 2 sur les réseaux, c'est... Oui. Moi, je suis la péteuse de ballons en chef. Là. Vas-y, pète les ballons. C'est malheureusement mon rôle. Puis, tu sais, on parle de ça. Est-ce que toi, tu as des ressources sur TikTok, mettons, que des nutritionnistes ou des gens... Il y a beaucoup de nutritionnistes, je pense, dans le monde américain, comme n'importe quoi. Il y a beaucoup de contenu en anglais, mais en québécois. Est-ce qu'il y a des ressources pour les jeunes? C'est tellement une bonne question. Moi, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Honnêtement, quand on me demande cette question-là, je me trouve toujours un peu au dépourvu. Une des raisons pourquoi je veux un peu mettre de l'avant en Capitaine Glucide, c'est pour vulgariser cette information-là, qu'il y a tellement de désinformations sur la nutrition sportive, surtout puis en français, il n'y a pas beaucoup de ressources, justement. Donc, mais tu sais, TikTok, honnêtement, je suis trop vieille pour TikTok. Je pourrais même pas te dire qu'est-ce qu'il y a là-dessus. Mais bon, éventuellement, j'espère qu'il y en aura. Déjà, de suivre quelqu'un qui se dit nutritionniste, qui est vraiment nutritionniste, va être 1000 fois mieux, probablement, qu'un influenceur. Parce que ce qui fonctionne sur toi, c'est pas dit que ça va fonctionner sur tout le monde. Donc, attention à ces messages-là qui... C'est pas... La science, c'est basé sur plein de gens. Des études faites sur beaucoup plus qu'une personne. Mais ce que les influenceurs font, c'est ça. C'est N égale 1. J'ai un échantillon, c'est moi. Puis ça fonctionne pour moi. Puis ça fonctionne pour eux. C'est même pas dit que c'est vraiment vrai que ça fonctionne pour eux. Donc, attention. Pour moi, ça, c'est un red flag. Donc, d'essayer d'aller voir des professionnels. Après, bon, est-ce qu'il y en a assez dans les réseaux sociaux? Peut-être pas, mais j'ai l'impression que ça va de mieux en mieux. En tout cas, j'espère. Puis là, tu dis de chercher des nutritionnistes comme ressources. Nutritionniste, diététiste, c'est quoi la différence? C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, quand tu es nutritionniste, tu peux
t'as 2 titres, diététiste, nutritionniste. OK. C'est exactement la même chose. Attention, coach en nutrition, ce n'est pas la même chose. C'est un influenceur. Exactement. Ouais. OK. Ouais. Il y a plus de ça. Tu sais, nous, pour être sur ces genres de réseaux-là, il y a plus de coach en nutrition, coach en fitness, coach en n'importe quoi, que de kinésiologue, de nutritionniste. Absolument. Oui. Puis, tu sais, la nutrition, ce qui est particulier, c'est que tout le monde mange. Hein. Oui. Fait que tout le monde peut parler de ça. Tu sais, toi, t'es orthopédiste, c'est ça? Moi, je peux pas te parler des os, là. J'en ai, mais je connais pas trop leur vie, tu sais. Mais la nutrition, je mange à tous les jours. Fait que je peux te dire que ma toast au beurre d'arachide le matin est vraiment cool parce que moi, elle me fait sentir bien. Fait qu'on devrait tous manger ça le matin. Puis comme, tu sais, ça n'a pas de sens, mais c'est ce que les gens font. Donc, c'est pour ça qu'il y a tellement de désinformation, j'ai l'impression, c'est que c'est accessible. Ouais. Ouais. C'est la raison pour laquelle on a créé justement cette plateforme-là, parce qu'en musculo-squelettique aussi, c'est pareil, là. Puis, absolument. Puis, quand on connaît pas le domaine, on sait plus qui croire. Puis, exactement. Puis, tu sais, sur les réseaux sociaux, c'est tentant de le croire. Ouais. C'est sûr que c'est tentant de croire quelque chose qui est miracle, qui est facile, magique, qui ne demande pas d'effort, qui est rapide. Malheureusement, c'est pas ça la nutrition. C'est plus complexe. C'est un équilibre. C'est pas rien qui est... C'est tout sauf noir ou blanc. C'est un gros gris, là, bien diffus, puis il n'y a rien qui fonctionne absolument pour... Tu sais, si ça fonctionne pour toi, ça fonctionnera pas pour toi. Au niveau de la digestion, au niveau de tant de choses, des préférences alimentaires, c'est pour ça que c'est complexe, mais c'est pour ça que c'est beau aussi. Parce que c'est si différent pour chaque personne. Si je donnais la même recette à tout le monde, ce serait plate, ma vie, tu sais. Ouais. Mais tu sais, nous, au niveau du système musculo-squelettique, on parle de prévention de blessures. Mais toi, côté prévention de créer justement des problèmes au niveau nutritionnel, sans rentrer dans les détails, c'est quoi un jeune qui veut bien manger? Qu'est-ce qu'il doit inclure dans... Cette prévention-là? Oui. Bien, ma prévention principale serait de ne pas démoniser les glucides, justement. Parce que ça, c'est tellement ancré dans notre société, sportif, pas sportif, que si je grandis, puis que là, moi, j'ai entendu que les glucides, ça fait grossir, c'est mal, quoi que ce soit, bien, j'arrive, bien, ça se peut que je vais les restreindre quand j'en ai vraiment beaucoup besoin pour performer, puis que là, ça me fasse justement des contre-performances, que je réponde pas à mes besoins. Donc, d'éduquer les jeunes dès le départ que les glucides, c'est leur ami, que les glucides, c'est gentil, qu'ils en ont besoin même, puis les intégrer avant, pendant, après les entraînements, que c'est un atout, que c'est positif. Pour moi, ça c'est la principale prévention parce que c'est omniprésent dans notre société. J'ai l'impression que je dois aller à contre-courant constamment pour défaire des mentalités chez les gens que les glucides, ça fait grossir, que les glucides, c'est mal ou quoi que ce soit. Puis nous, on le voit beaucoup avec tout ce qui est sport, un peu d'esthétique, là, style danse, gymnastique, nage synchro, patin. Oui. Il y a vraiment, tu sais, la culture d'avoir un corps... je vais le soupir extrêmement. Non, mais mais ça va un peu avec ça. C'est très dur pour ces athlètes-là. Ils ont une pression énorme de la culture de sport, comme tu disais. Puis, tu sais, surtout quand tu es une adolescente, tu as plein de changements corporels, d'hormonage que tu ne contrôles pas. Puis, mais qu'on te demande de contrôler, en fait. On dit, mais là, tu devrais pas prendre de poids. Mais, tu sais, des fois, c'est même pas... Tu n'as rien changé dans ton alimentation, c'est juste que tu as des changements hormonaux, puis ça arrive, point. Puis, éventuellement, ça va possiblement se replacer ou quoi que ce soit, mais on te demande, mais non, mais garde toujours la même shape silhouette. De quand tu avais 6 ans, là. Exactement. C'est hyper difficile. Tu sais, je sais qu'en gymnastique, les gymnastes vont grandir, perdre leur centre d'équilibre, puis ça va tout changer, puis là, ça joue sur leur performance. C'est beaucoup, beaucoup de pression qu'on met à des jeunes. Et c'est sûr que tout ce qui est concept par rapport aux glucides, ça fait grossir, bien, ça rentre dans leur tête, puis bon, ben je vais couper les glucides, puis ils ont des entraînements de 6 heures de temps en gymnastique. Oui, c'est pas 6 heures de temps à intensité élevée, mais je reste quand même en train de m'entraîner, puis qui de ceux-là vont manger vraiment suffisamment de glucides avant, pendant, après? Je sais pas, tu sais. Puis
puis c'est peut-être même mal vu par les coachs. Certains coachs vont dire, ben là, qu'est-ce que tu fais? Tu manges? Tu devrais pas. Tu sais, je pense qu'il y a des coachs qui font très bien ça, puis qui ont évolué, puis qui essaient justement d'intégrer beaucoup plus de positivité, de bienveillance par rapport à ça. Mais il doit en rester aussi qui sont de l'ancienne culture, tu sais, même chose dans le ballet, tout ça. Donc, oui, il faut faire plus attention avec ces athlètes-là qui ont cette pression-là qu'un joueur de soccer n'aura peut-être pas. Mais c'est encore drôle. Le joueur de soccer peut aussi en avoir. C'est ça que j'allais dire. Si admettons, tu as un joueur de hockey, par exemple, rentre en secondaire 1, sport-études, puis le désir de performance est tellement intense qu'il va justement pas rentrer dans l'anorexie, mais tu sais, comme manger juste le parfait, là, comme juste des légumes, juste... l'orthorexie. Ouais, orthorexie. Ouais, c'est quoi les recommandations? Parce que c'est pas facile non plus ça à gérer quand le but, c'est juste de performer à tout prix. Ah non, c'est un sujet hyper complexe. Surtout, je pense que la complexité ajoutée, c'est que là, on a l'enfant, mais on a le parent aussi. Qu'est-ce qui vient juste de l'enfant? Qu'est-ce qui est influencé par le parent qui veut pour son enfant ou pas? Tu sais, il peut avoir... Ça peut être pas dû aux parents, ça peut être dû aux parents. C'est sûr que si moi, par exemple, je fais une intervention avec l'enfant pour justement réduire ses restrictions, compulsions, tout ça, mais que le parent fait des commentaires tout le temps, ça marche pas. Avec lui, il faut faire une intervention auprès des parents, mais là, eux, à quel point ils sont ouverts à l'idée. Tu sais, c'est des choses qui sont longues à changer, des mentalités, des constructions qu'on a eues dans notre vie depuis toujours, qu'il fallait être mince ou quoi que ce soit, ou performer. Donc, c'est un sujet hyper complexe, mais c'est là, c'est présent, puis c'est présent dans tous les sports. Tu sais, on a longtemps pointé du doigt que c'était là chez les gymnastes, patinage artistique et tout. Oui, évidemment, ils ont une pression, mais on en voit dans tous les sports. Absolument. Et donc, la première chose à faire comprendre à l'unité familiale aux jeunes, c'est un bon apport de glucides avant, pendant, après. C'est ça? Oui. Ça, c'est la première chose. Puis après, on travaille sur... Exact. Que les glucides, c'est les amis. OK. Oui, exact. Oui. OK. Puis, on avait rencontré une autre personne avec qui on avait parlé beaucoup de boissons énergisantes. Caféine. La caféine, oui. De ton point de vue de nutritionniste, comment tu vois ça, la caféine? Bien, la caféine puis les boissons énergisantes, pour moi, c'est deux choses. La caféine en tant que telle, puis là, c'est sûr qu'on parle d'une population plus jeune. Donc, attention, les apports en caféine recommandés sont quand même plus faibles que chez la population adulte. Mais disons, chez la population adulte, la caféine est un supplément qui fonctionne à plein de niveaux, pour plein de types de sports, aide à réduire la perception de l'effort, aide à la concentration et tout. Donc, c'est pas pour moi quelque chose qui est démonisé. Après ça, je recommanderais pas à un jeune de 12 ans de prendre un café avant son entraînement. C'est autre chose. Attendons à 18 ans pour la caféine. Le problème avec les boissons énergisantes, comme Red Bull et compagnie, c'est qu'il peut avoir des doses de caféine qui sont très, très élevées. Ça dépend, en fait, de la marque. Donc, des fois, c'est très élevé, des fois, c'est pas si pire. Des fois, il y a un combo avec beaucoup de sucre aussi. Ça peut être un combo un peu explosif, là. Donc, je me tiendrais loin des boissons énergisantes qui ne sont pas faites pour les athlètes. C'est pas une dose recommandé pour l'athlète de caféine. Même chose pour le sucre. Souvent, c'est trop concentré ou il n'y en a pas du tout. Okay. Donc, on va vraiment favoriser les boissons énergétiques comme Gatorade, Powerade et compagnie. Tout ce qui est boissons énergisantes, on laisse ça de côté. Puis, tu sais, de prendre ça avant un match de soccer, par exemple, ça peut me faire, tu sais, des palpitations. Je sais pas, surtout quand je suis plus jeune. C'est vraiment quelque chose qu'on va vouloir mettre plus de côté. C'était la conclusion, justement, de notre Mais podcast. c'est drôle parce que Red Bull, ils sponsorisent des événements sportifs. Absolument. C'est absolument... à mon grand désarroi, mais ouais. Mais, tu sais, McDo aussi. Ouais. Bon point. C'est vrai. Puis, tu sais, toi, tu travailles avec une clientèle jeune, là, quand même, avec Baseball Québec et tout. Puis là, tout ce qui est Prime, la boisson du jour, justement lancée par les influenceurs et tout, là. Est-ce que toi, t'en vois comme... C'est popularisé chez tes sportifs à toi? Je n'ai pas encore vu. OK. Mais si j'en vois, je serais pas contente parce que pour moi, la boisson Prime, c'est du pur marketing. Ouais. C'est pas fait pour les sportifs. Premièrement, il n'y a pas de sucre. Ouais. C'est des édulcorants.
Tu sais, ça dit boisson d'hydratation. Ça veut rien dire pour moi, c'est une boisson. Tu sais, qu'est-ce qui est une boisson de pas d'hydratation? Il y a des boissons Prime qui ont de la caféine, d'autres qui en ont pas. Il y en a qui ont des BCA, je pense aussi. Ici, ils ont mis on dirait qu'ils ont mis l'eau de coco, tous les mots qui cotent fort sur TikTok et compagnie, ils ont tous mis ça ensemble, puis ils ont vendu ça à un prix de fou, parce que justement, il était connu. Mais cette boisson-là a aucun avantage pour moi par rapport à de l'eau ou une boisson pour sportif. C'est absolument pas pertinent. Absolument pas. Puis tu sais, l'aspect du sucre aussi, c'est mal vu. Donc, ils ont sorti beaucoup de boissons pour sportifs sans sucre. Tu sais, les Gatorade Zero, G2, BioSteel, leur boisson pour sportifs n'a pas de sucre. Puis moi, pour moi, ça vaut pas, ça n'a pas de sens. Tu sais, moi, je travaillais pour les Jeux du Canada pour l'équipe du Québec. Puis aux Jeux du Canada, c'était des boissons BioSteel qui étaient fournies à tous les athlètes. Ça goûte sucré, mais il n'y a pas de glucides. Mais c'est comme si, dans la tête des gens, c'est mieux qu'il n'y ait pas de glucides. Mais une boisson pour sportif, pour moi, l'avantage de ça, c'est qu'il y ait des glucides dedans. Parce que j'en ai besoin. Sinon, je vais boire de l'eau. Je ne vais pas boire une boisson pour sportif comme ça. Donc, attention. Puis, tu sais, j'ai des parents de joueurs de baseball, justement, qui leur achetaient des Gatorade Zero en pensant bien faire. Que c'est mieux, c'est ça. Oui, c'est pas que les gens sont mal intentionnés. C'est juste tellement ancré dans la société que le sucre, c'est mal qu'ils se disent, ben c'est mieux. Mais non. C'est une boisson pour sportifs qui fait pas de sport. Oui, exactement. Exactement. Si j'ai pas besoin de boisson pour sportifs, je vais boire de l'eau. J'ai pas besoin de boire une boisson sucrée avec des édulcorants. Puis même un jeune, mettons, si tu parles des produits qui ont de la caféine dedans, c'est pas tant plus recommandé pour... c'est rare que je parle de caféine avec les plus jeunes, Tu sais, il y en a qui vont en prendre, 16 ans, 17, qui commencent à prendre des cafés. Là, ça peut être pertinent de leur dire, ben quand est-ce que ça vaut la peine de prendre le café par rapport à pour leur performance. C'est parce qu'on parle à peu près d'1 heure avant le moment où est-ce que je commence mon activité pour avoir l'effet bénéfique. Puis encore là, il faut aussi le timer par rapport au sommeil. Si mon match il est à 6 heures le soir, mais de prendre mon café à 5 heures, est-ce que ça va nuire à mon sommeil? Puis le sommeil, c'est hyper important, surtout quand je suis plus jeune, en croissance, tout ça. Puis le sommeil, c'est pas super sexy non plus chez les jeunes. Et pourtant, c'est une des bases de la performance. Donc, j'ai préféré favoriser mon sommeil avant de prendre la caféine, ça, c'est sûr. Fait que c'est rarement recommandé parce que souvent, les matchs, les pratiques et tout, c'est le soir, pas c'était un match un samedi à 9h du matin. Exactement. Oui. C'est super intéressant. OK. Un mythe... C'est quoi ton mythe? Le seul mythe que je connais en nutrition. Ah mon Dieu, il y en a tellement en plus! Intéressant. Mais le mien, c'est la veille d'un gros événement sportif, plus d'endurance, on mange un spaghetti. Oui, classique aussi. Écoute, ça ne sera jamais proscrit. Tu peux toujours manger un spaghetti la veille d'un événement. Quand est-ce que c'est vraiment pertinent? C'est quand l'événement est plus long. Donc, je te dirais... à partir d'un demi-marathon, donc n'importe quoi qui dure 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures et plus, ça vaut la peine de manger plus de glucides la veille, de faire une surcharge en glycogène. Mais la surcharge en glycogène, c'est beaucoup plus que de manger juste des pâtes la veille au soir. C'est de manger vraiment beaucoup de glucides. C'est un autre niveau. Mais ça vaut pas la peine si j'ai un match de soccer le samedi matin. Tu sais, comme, oui, je peux manger mes pâtes le soir, puis ça va me donner des glucides, puis ça va être correct, mais j'ai pas besoin de faire une surcharge en glycogène. Mais je pourrais aussi manger du riz puis du poulet, puis ça serait sûrement correct aussi, tu sais. OK. Donc, c'est pas un mythe, mais, tu sais, on met beaucoup d'emphase sur le plat de spaghetti. Peut-être juste parce qu'on aime ça au Québec aussi. C'est correct, là. C'est quoi les autres mythes? Je suis quand même curieuse. C'est lesquels que tu entends le plus souvent? C'est ça. Ben, le classique, mais je pense que j'en ai parlé beaucoup, c'est les pains pâtes patates qui font grossir. Donc ça, c'est bien ancré, puis c'est faux. Il n'y a aucun aliment qui fait grossir. Un beigne ne fait pas grossir plus qu'une pomme. T'sais, une pomme, si j'en mange 15, ça va me donner un certain nombre de calories. C'est vraiment l'équilibre dans la journée. Mais c'est sûr que le beigne va pas me rassasier longtemps parce qu'il n'y a pas grand-chose là-dedans. Donc, ça se peut que je remange vite puis que ça me fasse un surplus énergétique dans la journée. Mais c'est pas vrai que je mange un beigne puis j'ai grossi automatiquement. Même chose avec les pâtes, le pain, les patates.
des fois, on a tendance à peut-être manger trop de féculents en même temps. Tu sais, le fameux spaghetti avec du pain à côté, où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de temps de protéines, pas tant de légumes. C'est peut-être trop de féculents, en effet, mais c'est pas parce que ça fait grossir, puis c'est pas parce que c'est mal. Il faut juste rééquilibrer notre assiette. D'en avoir à chaque repas, mais une petite portion en fonction de l'entraînement, d'avoir une portion de protéines, puis d'avoir des légumes. J'allais dire, c'est aussi simple que ça. C'est plus simple à dire qu'à faire, mais théoriquement, c'est ce qu'il faudrait faire. Ça revient à ce qu'on a parlé déjà, c'est d'être équilibré puis varié. Exactement. Un autre mythe que j'entends souvent, un mythe. Le lait d'amande a été très, très populaire. Puis j'ai beaucoup d'athlètes qui ont changé du lait de vache au lait d'amande en pensant bien faire. Mais le lait d'amande, pour moi, c'est de l'eau. Il y a très peu de glucides, il y a très peu de protéines, en fait. Puis, si je prends, par exemple, mon déjeuner où est-ce que j'avais du lait dans mes céréales, quoi que ce soit, puis je le remplace par du lait d'amande, je viens de couper beaucoup de protéines, puis tout d'un coup, j'en ai encore moins. Déjà, les déjeuners, souvent, sont plus faibles en protéines. Donc, si vous remplacez votre lait de vache par du lait d'amande, il n'y a pas de problème, mais gardez en tête que ce n'est pas une source de protéines. On dirait que dans la tête des gens, les amandes, c'est des protéines, donc c'est correct, mais non, il y a très, très, très peu. Puis c'est la même chose avec tout ce qui est lait d'avoine, un peu plus de protéines, mais pas autant que le lait de vache. L'équivalent, si j'aime pas le lait de vache ou je veux pas en prendre, c'est vraiment le lait de soya. La boisson de soya, en fait, qui est à peu près équivalente en termes de protéines au lait de vache. Puis le lait de soya, c'est peut-être un mythe aussi que, mettons, c'est moins recommandé pour les gars à cause de l'estrogène. Ça, c'est un gros mythe. Oui, un gros mythe aussi. Mais on l'entend souvent. Oui, ça n'a aucun lien. Oui, c'est ça. Il y a des gars qui veulent même pas boire ça parce qu'il y a trop de peur pour leur estrogène. Ils vont devenir des filles. Mais non, absolument pas. C'est très faux. C'est très faux, mais c'est vrai que on l'entend souvent aussi. Il y a comme une peur. C'est le dire. OK. Puis, le jus de betterave. Le jus de betterave, intéressant. Le jus de betterave fait partie... en fait, les nitrates dans le jus de betterave fait partie des suppléments qui ont été démontrés qui fonctionnaient. Pour certains sports en particulier. Mais tu sais, c'est quand même difficile, le jus de betterave, pour avoir l'effet comme qu'il y a à peu près 2% d'amélioration. Il faut que tu en boives à peu près 500 ml 3 à 5 jours avant ton événement. Ça aussi, ça peut être moins bien digéré au niveau digestif, justement, pour certains. Il y a des shots qui se vendent de jus de betterave pour pouvoir avoir à boire une quantité énorme de jus de betterave, mais oui, ça aiderait à économiser un peu l'oxygène, donc améliorer la performance à ce niveau-là, mais tu sais, on est rendu à des très faibles pourcentages. Puis par rapport à manger des betteraves? Ça serait la même chose, mais il faudra en manger encore une fois quand même beaucoup. Là. Okay. Ça fait beaucoup de mais oui, ça peut être bien. Mais tu sais, si je mange juste comme des betteraves avant mon effort, ça sera pas assez. Il faut comme un peu loader. Les petites barres de betterave, ça... Du quoi? Tu sais, les petites barres de Zach qui ont de la betterave, ça fait rien. Non. Juste si t'aimes le goût, mange-le. Exactement. Il faut en avoir plus que ça pour avoir l'effet. Puis ça vaut la peine quand je suis rendue à un niveau très élevé, où est-ce que justement 2% peut faire une grosse différence, mais tu sais, je suis en sport-études, est-ce que ça vaut la peine de mettre de l'argent là-dedans? Tu sais, le supplément, pour moi, c'est comme la pointe de la pyramide, puis souvent, on veut avoir un shortcut par la pointe, parce que ça a l'air plus efficace, plus fun de prendre un supplément, mais si la base n'est pas là, le supplément, il sert absolument à rien. Ça. Puis la base, c'est quoi? Ben c'est mon entraînement qui est bien efficace et bien contrôlé, justement. Souvent, ça va parce qu'ils sont encadrés par des entraîneurs. La nutrition, ça, c'est pas donné à tous parce que c'est complexe. Et le sommeil. Le sommeil qui est toujours si important. Super. Moi, j'ai une dernière question. Vas-y. Dernière. On parle souvent de santé féminine. Puis là, on a parlé beaucoup, nous, on a fait la différence entre les athlètes adolescents versus adultes. Maintenant, entre nutrition pour les athlètes féminines versus les athlètes masculins, est-ce qu'il y a une particularité chez les filles en termes de nutrition qu'il faudrait... On a parlé un peu du fer quand même. Oui, je te dirais, dans ma pratique, à moi, j'ai pas tant de différence que je fais au niveau des filles puis des hommes. De plus en plus, je pense qu'il y a des études par rapport quand même à le cycle menstruel.
comment timer la nutrition, la périodisation, mais même ça, tu sais, c'est un niveau supérieur. Où est-ce que c'est pas rare, moi, quand j'interviens, que la base est pas encore top, là. Fait que d'aller un niveau plus loin, je suis souvent pas rendue là. De juste s'assurer d'avoir suffisamment d'énergie. Tu sais, chez les filles, il y a l'aspect, je trouve, un peu plus quand même de restrictions alimentaires et tout, qui est comme à gérer. Puis l'image corporelle, quoique ça peut être présent chez les hommes aussi. Mais chez les garçons, l'avantage, je trouve, c'est que souvent, ils veulent prendre la masse musculaire. Fait qu'ils ils n'ont pas vraiment de problème à manger, puis le but, c'est de manger. Donc, ça va. Quoi qu'on ne veut pas qu'il y ait une fixation sur être toujours plus gros parce que ça peut créer d'autres problèmes. Il peut y avoir certains garçons qui veulent perdre du poids aussi, là, mais chez les filles, c'est plus présent quand même, la perte de poids. C'est plus la restriction. La restriction de... Puis tu sais, la restriction peut mener à tellement de problèmes au niveau santé, au niveau performance. Puis c'est un peu omniprésent aussi. Donc, je trouve que des fois, la ligne est mince entre « OK, je veux faire attention à ma composition corporelle, je veux perdre du gras pour améliorer mes performances. Qu'est-ce qui est là-dedans est 100% performance? Qu'est-ce qui est image corporelle, influence des autres, surtout à l'adolescence? Puis d'essayer de donner des bons outils sains, d'expliquer à des adolescentes que d'accepter son corps, c'est beaucoup plus pertinent, pas pertinent, mais à long terme, ça va être beaucoup plus... Ça va être sain, mieux, sain pour elles. Mais c'est encore une fois d'aller à contre-courant mais toutes mes amies, la c'est comparaison... pas un travail d'un intervenant, non. dans le fond. C'est vraiment tout l'écosystème des jeunes athlètes, dans le fond. Exact. C'est leurs parents, coachs, modèles, influenceurs. Oui. Puis tu sais, moi, j'arrive, je connais pas le background de la personne. Moi, je suis là pour optimiser la performance, mais là, je me rends compte que il y a une peur de prendre du poids. Fait que là, moi, je leur donne des conseils de manger souvent plus. Mais là, ça leur fait peur. Comment est-ce que j'arrive à ce qu'ils fassent confiance à mes conseils si moi, je suis la seule au monde qui leur a dit que c'était bon? Comment est-ce que je les convainc que c'est moi qui ai raison? Et pas non, toutes les autres gens sur TikTok. Tu sais, comme c'est dur quand même de... Puis je veux pas les... Tu sais, des fois, je le vois, là, qui sont sur le bord de la falaise, de tomber dans le dark side de tout ça. Puis comment les ramener du bon côté, en tout cas, c'est vraiment complexe. Puis ça, je le vois un peu plus quand même chez les filles que chez les garçons. Je trouve ça hyper pertinent, super... Tu sais, je veux un peu comme les sauver de tomber là-dedans puis de tomber dans les régimes et compagnie. Mais c'est un terrain glissant. C'est pas toujours facile, puis tu veux pas causer plus de tort non plus en donnant des conseils. Ouais, voilà. Bref. Puis est-ce que tu as accès à comme des psychologues sportifs et tout? T'en réfères souvent? On peut référer. Après, il faut que la personne soit... willing d'y aller. Puis des fois aussi, c'est dans certaines équipes plus professionnelles ou en tout cas, mettons, des équipes au niveau olympique où ils ont un système, il y a des gens qui vont encadrer, des préparateurs mentaux, il peut avoir accès à plus de professionnels versus quelqu'un qui est un peu tout seul. Tu sais, sport études, il y a peut-être un peu moins de personnel autour, mais on peut référer 100%. Puis tu sais, c'est comme tu dis, c'est pas un travail, il n'y a pas juste moi qui va faire un travail, c'est beaucoup psychologique aussi. Ben ouais. Il y a des nutritionnistes qui sont spécialisés là-dedans aussi, donc ça peut être pertinent d'aller voir. Okay. Oui, vraiment. Mais je pense que c'est un problème qui est beaucoup plus omniprésent. J'ai pas besoin d'être anorexique. Non, c'est ça. Comme vraiment diagnostiqué pour avoir une préoccupation excessive par rapport à mon poids, à l'alimentation. Puis ça, j'ai l'impression que c'est quasiment comme partout, tu sais. Puis il y a comme plus de discours qui soutient ça, qui va à l'encontre de ça, puis qui disent la vérité sur ça. Là. Je sais qu'il y a de plus en plus de discussions sur le body positivity et tout, mais encore là, c'est... Oui, clairement, on a fait du progrès. Ouais. 100%, mais on dirait que dans la clientèle athlète, tu sais, on n'est pas rendu à dire « Ah, mais tu peux être le corps que tu veux. Même si dans la clientèle non athlète, il y a beaucoup de travail à faire. Mais on dirait que chez les sportifs, ben oui, mais moi, je fais un sport, j'ai besoin d'avoir
cette shape-là ou quoi que ce soit pour le sport. Donc, on dirait que c'est comme une raison d'avoir ces restrictions-là. Mais ça devrait pas. Mais non. Parce que au contraire, ces restrictions-là vont souvent aller à contre-courant de ta performance. Mais ça, des fois, c'est dur à comprendre parce que sur le coup, quand je suis en restriction, je perds du poids, ça se peut que ma performance s'améliore à court terme. Mais à long terme, il peut y avoir des problèmes, puis là, ça va se dégrader. Mais c'est sûr que c'est encourageant aussi sur le coup. Je vois des améliorations. Je reçois des commentaires positifs de mes collègues, de mes coachs. Mais là, je continue jusqu'à temps que je frappe le mur. Mais là, il est trop tard. Puis là, il y a beaucoup de travail à faire par rapport à ça. Mais c'est justement les commentaires des autres aussi. Puis je pense pas que c'est pour mal faire, mais des fois, moi, j'ai joué au rugby universitaire. Puis à chaque fois que je dis à quelqu'un que j'ai joué au rugby... tu joues au rugby. Tu sais, c'est la même chose que mais t'as pas le corps d'une gymnaste. Tu fais de la gymnastique. Ah ouais, t'es bien petite, tu joues pas. Exact. Mais les commentaires sur le poids, ça devrait juste pas exister. Exact, c'est ça. Puis, même les positifs, parce que les positifs, justement, de t'as perdu du poids, ça te va bien. Dans la tête des gens, ça peut vouloir dire j'étais grosse avant, j'étais pas belle. C'est ça. Donc, je vais continuer à perdre du poids. Puis, tu sais pas, la personne qui perd du poids, c'est peut-être juste parce qu'elle est en dépression, puis qu'elle est plus capable de manger, puis elle va pas vraiment bien. Là. C'est pas positif du tout, tu sais. Donc, de juste s'abstenir de faire des commentaires sur le poids, autant positifs que négatifs, ferait beaucoup avancer la cause, en fait, de réduire ces sentiments-là. Cette mauvaise culture-là associée le poids et le corps des gens aussi, tu sais. Oui, c'est quelque chose qu'on contrôle beaucoup moins qu'on pense. On a l'impression que quelqu'un qui est gros, c'est sa faute. Ça n'a pas rapport. Quelqu'un qui est mince, c'est parce qu'il fait bien les choses. C'est ça. Quelqu'un qui est mince peut fumer 8 paquets de cigarettes par jour puis être mince parce que ça lui coupe la peau puis il est prêt de manger, mais il n'est pas plus en santé. Là, Donc, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais c'est vraiment intéressant. Mais juste pour être sûr qu'on a bien compris, là, je fais un mini résumé. Oui, vas-y. Dans le fond, ce qu'il faut retenir, il faut manger équilibré avec la vitamine D en supplément. Les glucides, c'est ton meilleur ami. Les glucides, c'était ton ami. Oui. Il faut s'hydrater adéquatement aussi pendant l'entraînement. Puis... La grande majorité des suppléments, protéines, BCA, etc. On laisse ça de côté, surtout chez les jeunes. On n'en a pas besoin si on suit ces 3 premières recommandations. Exactement. On aurait pu résumer ça en 30 secondes, on aurait fini plus tôt. Un grand merci, Ève, pour ton passage au Sideline. Merci. J'espère que ça aidera quelques jeunes à débroussailler un peu la nutrition. Merci beaucoup.